Hey yo! Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de Coffre à Catch spécial consacré au seul et unique Bad Guy. Scott Hall, Razor Ramon. On retrace sa vie, son œuvre, sa carrière, sa légende avec vous dans ce Coffre à Catch spécial. Et il crée la NWO. Pas tout de suite. Ah oui, mais en non, tout pas cas, tout de suite, parce que d'abord il arrive en plein Mike Inos contre... Mr. Wall Street. Ah bah dites donc, non, pas Mr. Wall Street, c'est pas IRS qui est dans le ring, si? Je vais revérifier, mais il me semble que c'est ça. J'aurais pas dit. Bon, en tout cas, il arrive en plein show, dans une scène inédite et je pense impossible à refaire aujourd'hui, à moins vraiment que genre Kenny Omega arrive demain à Raw et que personne n'ait été mis au courant qu'il est signé à la WWE ou le contraire, hein, que Roman Reigns débarque à Dynamite et que personne n'ait prévenu personne, mais c'est impossible. À l'époque, 90 jours hein, déjà. oui, encore que tu peux t'en sortir. Non, oui, mais 90 jours à la rigueur, Razor Ramon, il avait disparu de la WWE. Bon, 90 jours ou pas à l'époque, les gens faisaient pas vraiment attention. Nous, on s'était rendu compte qu'il n'apparaissait plus, mais on ne savait absolument pas ce qu'il était devenu. Et effectivement, malheureusement pour nous en France, on n'a pas pu vivre ce moment incroyable de Scott Hall qui arrive en plein show. Vous avez forcément vu l'image en DVD sur le network. On l'a même passé, j'en suis certain, sur NT1, RTL9, AB1, à un moment ou à un autre durant ces 22 dernières années. Il interrompt le show et il dit « Vous savez tous qui je suis ». Donc, il dit jamais son nom. Et vous savez tous pourquoi je suis là. Vous voulez la guerre, eh bien, vous allez l'avoir. Je crois, grosso merdo, c'est ce qu'il dit. Et il dit, vous savez qui je suis, mais vous ne savez pas pourquoi je suis là. Ah voilà, c'est ça, pardon. Voilà. Oui, évidemment. Oui, vous savez qui je suis. You know who I am, but you don't know why I'm here. So you want a war? Et ben voilà. Et ce à quoi la WWE a immédiatement envoyé un procès parce que l'accent cubain, le cure-dent et tout ça, c'était identitaire à Razor Ramon et pas au catcheur. Copyright infringement, comme ils disent. Et les semaines passent et Scott Hall promet qu'il n'est pas tout seul, qu'il va venir avec un ami. Et quelques semaines plus tard, il interrompt les commentateurs qui sont en train de parler. Vous savez, les commentateurs WCW n'étaient pas au bord du ring, mais derrière le public. Donc, vous avez cette scène avec Eric Bischoff, commentateur, qui fait à Scott Hall, alors, tu nous as promis ton pote, qu'est-ce qu'il y a, une surprise, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, bah, regarde derrière toi, il se retourne et c'est Kevin Nash, anciennement Diesel, qui est là également et qui fait l'une des plus grandes fautes de grammaire de l'histoire de la télévision américaine, puisqu'il lui dit, ouais, il paraît que la WCW, c'est là où les enfants jouent. Mais regarde l'adjectif. En réalité, il voulait dire le verbe. Mais oui, parce qu'il dit plays. Mais plays n'est pas l'adjectif dans cette phrase. C'est le verbe. Mais quoi qu'il en soit, ils annoncent également l'arrivée d'un troisième homme pour le légendaire Bash at the Beach 96. Avant cela, il y a le Great American Bash où ils font passer Eric Bischoff à travers une table. Dans un moment aussi très légendaire. Hein. Je veux dire, là, on n'a pas vécu ça, nous, que ce soit Yann, Alain ou moi, en live, parce que en France, tu ne pouvais pas encore le voir, à moins d'avoir le satellite et tout, mais on n'était pas encore suffisamment instruit au niveau du catch pour savoir qu'il fallait le satellite, qu'on aurait pu vivre tout ça en direct. Mais aux États-Unis, ça a défrayé la chronique. Le fait d'envoyer Bischoff à travers une table, c'est un truc qui se faisait pas du tout à l'époque. C'était du niveau de la ECW, et même à la ECW, c'est des trucs qui se faisaient pas forcément avec les authority figures, comme on dit. Et donc, au Bash at the Beach, Kevin Nash et Scott Hall en équipe, les Outsiders, les grands débuts dans le ring. En plus, ils sont super cool là dans leurs vêtements qui rappellent évidemment Razor Ramon et Big Daddy Cool Diesel, mais il y a quand même des petits côtés un petit peu plus classe, et plus c'est leur vrai nom. Et ils affrontent les représentants de la WCW que sont Sting, Lex Luger et Randy Macho Man Savage. Et très rapidement, je crois c'est Lex Luger qui se blesse dans le match. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça se transforme en 2 contre 2. Finalement, Hogan arrive. Tout le monde croit qu'il est du côté de la gentillesse et de la WCW, mais pas du tout. Il fait sa descente de la cuisse sur Randy Savage, les détritus, et c'est parti. The New World
Order of Wrestling, Mean Gene, avec les 2 jeunes à côté de moi, Kevin Nash, Scott Hall, le futur du catch. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que Kevin Nash et Scott Hall soient le futur du catch à ce moment-là, parce que avec Razor Ramon et Diesel, ils ont déjà tant fait. Mais en fait, si. Et avec cette gimmick des Outsiders, avec ce côté j'arrive à tout moment, je pète la gueule à tout le monde, ils ont mis un vent de fraîcheur sur le catch à ce moment-là. Et en même temps, ils ont pourri le catch pour les 30 à 40 années à venir. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous, alors moi j'étais enfant, vous étiez déjà bien installé dans l'adolescence. Quel était votre ressenti quand vous avez découvert Scott Hall et Kevin Nash à la WCW sur Canal+? C'est le meilleur truc du monde. Vraiment? Franchement, oui. Ah ouais, non, la NWO, c'était incroyable. C'est le meilleur truc du monde. Non, pas la NWO. Scott Hall et Kevin Nash. Pour moi, c'était le meilleur truc du monde. C'était trop classe. Ils étaient... C'était Razor Ramon, mais en classe, en détente, rien que ces conneries là, de faire ça en entrée. Il y a 90% des shows ICWA qu'on a fait, quand je passais le rideau, je commençais à rentrer comme ça. Même quand je rentre dans une pièce, normalement... On sort d'un ascenseur aussi. Comme ça. C'est vrai. Ouais, tout le monde le fait. Pour moi, c'était les trucs les plus cool du monde. Kevin Nash, Scott Hall. Ok. Moi, je l'ai trouvé très ringard. Parce que justement, c'était les stars que j'avais connues il n'y a pas si longtemps, il y a à peine un an, mais avec des noms qui sont des vrais noms, donc qui n'avaient pas de personnage, avec des tenues qui ne sont pas leurs tenues. Donc pour moi, c'était la version Lidl des stars que j'avais connues pendant plusieurs années auparavant. Je parle de eux individuellement. Après, la NWO, j'aimais bien aussi le bordel, mais le côté trop personnel, pas gimmické, etc. Voilà, j'avais début 97, donc je venais à peine d'avoir 12 ans, on n'avait pas Internet, c'est une autre époque. Pour moi, c'était du faux, quoi. Ah bah non, au contraire, moi, c'est justement le sentiment inverse, c'est que ça faisait vrai. Ils avaient leur vrai nom, ils avaient l'air détestés par tous les autres catcheurs, les méchants comme les gentils. Ils étaient à part, c'était les outsiders. Pour moi, vraiment, il y avait un côté réel, réaliste. Surtout qu'en sachant que de l'autre côté, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine même plus aujourd'hui. La WWE, comme l'a dit Alain, a d'abord réagi par un procès, mais ensuite, elle a fait venir des mecs qui ont joué le rôle de Razor Ramon et de Diesel. Putain, ça, on l'a reviewé, mais c'est complètement dingue. Une nullité, quoi. Comment ils ont pu avoir cette idée en se disant, mais parce que nous, en France, à la rigueur, on avait intronisé pas encore par Internet, un Jim Ross Hill, quoi. Enfin, vraiment, tout est faux. Il n'y a rien qui va dans ce segment, quoi. Et le faux Diesel, c'est Kane. C'est Glenn Japox, futur Kane, anciennement dentiste. Enfin, le mec aussi, il a eu une vie avant, ça a été compliqué. Et ce qui est dingue, le faux Razor Ramon, Big Titan, qui, quelques années plus tard, fera équipe avec le vrai Razor Ramon dans la NWO, puisqu'il fera partie de la NWO Japon, pendant que Scott Hall fera partie évidemment de la NWO aux États-Unis, puis il y aura parfois des réunions. Mais ça a été une période complètement dingue qu'on malheureusement on n'a pas pu vivre comme ça. Nous, on a vécu le côté putain, il y a de nouveaux Diesel et Scott et Razor Ramon. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas eux. Ils se ressemblent pas quand même là. Et puis, comme on a été une période très marketée comme ça, nous, Raymond Rougeau et Jean Brassard, ils disaient pas, c'est pas eux là, je reconnais pas le gars là. Ils disaient, mais c'est Diesel. Enfin, eux, ils faisaient comme si c'était les vrais. Donc, et nous, devant notre télé, on se dit, mais non, quand même, attendez, on est quand même pas si. Par contre, à l'époque, ils avaient mentionné dans Superstar, avant le retour des faux, qu'ils étaient partis dans une autre organisation et qu'ils voulaient plus entendre parler d'eux. Ah, bon, ok. Écoute, très bien. Bon, quoi qu'il en soit. Et donc, Scott Hall, même si c'est le membre fondateur de la NWO, c'est vrai que c'est peut-être le membre qui sera à partir de mi-97 le plus irrégulier à cause de ses travers et de, comme on dit, ces démons qui vont avoir raison de sa carrière plus rapidement qu'on ne l'aurait souhaité. Mais c'est le fondateur, mais c'est un gars qui des fois il disparaît pendant 2 mois, puis il revient, et puis il redisparaît pendant 1 mois, et puis il redisparaît pendant 3 mois. Il sera pas champion du monde. Il sera jamais champion. Eh oui, c'est ça. Il n'aura jamais partagé un Royal Rumble non plus d'ailleurs. Non, il a gagné World War 3. Oui. Bon, évidemment, ça n'a pas la même valeur, mais le pic du booking, c'était vainqueur du World War 3 97 avec intervention de Kevin Nash, etc. et match contre Sting à Super Bowl 8. Après 4 mois,
complètement entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il gagne World War 3, ensuite il y a Sting, Hogan, tout ce que tu veux, WCW, NWO, et puis un jour il affronte Sting de nouveau à Super Bowl alors qu'on avait totalement oublié que ça avait été booké, quoi. Et pour les jeunes, le World War 3, c'était l'équivalent WCW du Royal Rumble, mais en dégueulasse. En chiasse. C'est-à-dire 3 rings. 60 Et dans catcheurs. chaque ring, 20 catcheurs. Donc effectivement, 60 en tout. Mais d'un seul coup, contrairement au Rumble où ils arrivent, oui, 60 c'est une bataille royale. Donc c'est 6 minutes d'entrée où tu as 60 mecs qui arrivent les uns après les autres. Et en plus, c'était formidable parce que comme il y avait 60 gars, nous, avec Blondin et le tourneur, bah, il disait un nom sur 2 parce qu'il y avait des jobbers et des mecs, Christophe qui a coupé. Mais, mais quand il va revenir, ouais, à l'époque. Me disait Edouard Carpentier. Ouais. Coupé. La semaine prochaine. Non, c'est la gimmick quand un juste coupe. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que c'était. Bon. Il y avait... le voilà, il est de retour. C'est peut-être ça que tu voulais dire, Christophe. Il y avait Blondin et le tourneur qui donnaient des noms de catcheurs. C'est ce que j'ai dit. Il donnait le nom d'un catcheur sur 3 parce qu'il y avait plein de gars qu'on ne voyait pas forcément à Nitro. Et que ne savait pas qui c'était. Voilà, surtout parce que nous on avait 46 minutes à une époque où Nitro faisait déjà le double. À partir de 98, le Nitro va faire 3 heures, donc on avait 46 minutes au lieu de 2h20. Donc World War 3 98, il y a un mec sur 6, on ne sait pas qui c'est, quoi, parce qu'on les a jamais vus ni à Nitro ni à Thunder d'ailleurs qui avait démarré entre temps. En tout cas, il gagne donc cette immense bataille royale, qui n'est pas restée dans les mémoires. Hein. Sur le papier, c'est classe. Tu te dis, putain, c'est une super idée. 3 rings, 60 gars, c'est un truc dingue. Et en fait, c'est de la merde en boîte. Mais en tout cas, c'était bien, on voulait faire 45 minutes. J'allais dire, pour en revenir à Scott Hall, parce que c'est quand même l'homme qui nous intéresse dans cette histoire, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à dérailler. Tu l'as évoqué il y a quelques instants. C'est à partir de ce moment-là, parce que la WCW, c'était aussi un bordel sans nom. Les mecs avaient beaucoup plus de liberté. Il y avait des house shows, mais ils n'étaient pas forcément obligés d'y aller. Donc, ils n'étaient pas obligés de bosser tous les jours. Ils n'étaient pas obligés de rester forcément in shape. Ils faisaient la fête. Et petit à petit, effectivement, ces problèmes avec l'alcool vont se faire connaître. À la fois backstage. J'avais cru percevoir une cue, désolé. Mais t'as raison, prends tes responsabilités. Tu les as tellement bien fait, ces petites animations que tu as raison de les placer quand tu en as envie. En préambule de tout ce qu'on pourra dire sur les défauts, les démons de Scott Hall, je sais que voilà, ça peut ne pas excuser, ne pas expliquer quoi que ce soit. Scott Hall avait une mère qui buvait, avait un père qui buvait, avait des grands-parents qui buvaient. Ça a toujours été un démon familial autour de la famille Hall, qui a sa famille, même à lui, même sa femme Dana, son fils Cody et son autre fils, je ne sais plus le prénom. Ça a toujours été. Ouais, non, joli. Ouais. Carnegie. Pardon. Ça a toujours été un nuage noir autour de la vie de famille et de la vie personnelle de Scott Hall, ces problèmes d'alcool, ces problèmes de drogue qui arrivent bien avant sa descente aux enfers. Ces gros problèmes de drogue, d'abus de painkillers, d'alcool commencent dans les 30 glorieuses avec Shawn Michaels à la WWE. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu une descente aux enfers très très rapide pour Scott Hall. Quand on regarde les shoot interviews, notamment celles de Kayfabe Commentaries, qui je trouve sont souvent les mieux menées, on va dire, par l'intervieweur, qui est toujours la chose la plus essentielle dans ces échanges, que ce soit les shoot interviews ou Breaking Kayfabe ou comment ça s'appelle, ou Guest Booker ou You Shoot. Quand on écoute Kevin Nash et Scott Hall qui parlent de cette époque, c'est assez terrifiant quand Sean Oliver, le mec de la chaîne Kayfabe Commentaries, il a une gimmick, il sort un sac, il sort des objets, il dit dis-moi le nom qui te vient en premier. Quand il interviewe Kevin Nash et Scott Hall et qu'il sort de l'alcool, de la coke, de la weed ou je sais pas quoi, les mecs ils te regardent genre j'en sais rien moi, tout le monde quoi. Enfin, Exactement. Ouais. Donc oui, c'était une période assez folle. Et
et je dis pas ça pour salir la mémoire ou autre chose, mais il y a beaucoup de mecs, avec notamment aussi le Sandman, Raven, ça on en a déjà parlé dans les reviews ECW. Il y a beaucoup de miracles que tous ces mecs aient atteint les 40, 50, voire 60 ans quand tu sais ce qu'ils ont vécu, que ce soit dans le ring et dans tous les autres les à côté, quoi. Les démons de Scott Hall sont parfaitement résumés en 19 minutes par un superbe reportage qu'avait fait ESPN en 2011, donc quasiment pile il y a 10 ans, où vraiment on voit la descente aux enfers et les abus de substances, les abus d'alcool qu'a pu faire Scott Hall, ce à quoi il y a plusieurs interventions de la part dans ce documentaire, de la part de Kevin Nash, de Stéphanie, de Scott Hall, évidemment, de sa famille, de X-Pac. Et X-Pac dit ça fait 3 ans qu'on s'attend tous à avoir un coup de fil pour nous dire Scott Hall est parti. Et je voulais dire ça en conclusion de cette vidéo, mais ça ne l'est pas encore. Je suis heureux que ce ne soit pas ce Scott Hall qui soit parti, qu'on ne se rappelle pas de ce Scott Hall, parce qu'il a réussi à surmonter ses démons, Scott Hall, notamment grâce à DDP, on en parlera un peu plus tard. Justement, dans toutes ces périodes, il a fait 12 cures de désintox. Et bon, peu importe le chiffre, mais sur les 3 dernières, en fait, il avait expliqué qu'au lieu de traiter la maladie liée à l'alcool, ils se sont penchés plutôt sur tout ce qui est psychologique et psychiatrique. Et que c'est ça qui l'a vraiment aidé à dépasser le côté maladif et physique de ces démons et d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et d'essayer de comprendre pourquoi ça revenait à chaque fois. Que même s'il essayait de se soigner, ça revenait. Et c'est une fois qu'il a réussi à un peu plus équilibrer sa psyché que, comme tu l'as dit, Alain, il s'est tourné vers DDP pour vraiment se remettre en forme. Et c'est là qu'on a découvert un nouveau Scott. Et oui, après de nombreuses années où finalement on ne parlait de Scott Hall que lors de ces épisodes d'alcoolémie ou de drogue avancée lors de shows, souvent, où il arrivait déjà ivre-mort avant que le show ne débute ou avant que sa prestation ne soit prévue, parce qu'il n'y avait plus forcément des matchs, mais on voyait quand même énormément de vidéos sur Internet passer. Eh bien, il y a eu la rencontre avec DDP qui, d'après ce que j'ai compris, l'aurait carrément sauvé, bien sûr, mais je veux dire presque kidnappé, quoi. Enfin, il lui a dit maintenant tu viens chez moi. Il lui a presque pas laissé avec pas mal de mecs, notamment avec Jack Roberts aussi. Et Buff Bagwell en ce moment. Ouais. D'accord, ok, effectivement. Donc les mecs, ils habitent chez lui et puis ils vivent à la Oui, DDP, ça oui, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'il lui a, à un moment, il lui a dit écoute, maintenant, je pourrais te dire, tu choisis, mais on est potes. Non, tu vas venir chez moi, point. Tu vas venir, je te laisse pas le choix. Et effectivement, il y a cette remontée en puissance, cette reprise en main de sa vie et de sa santé qui va nous offrir ce passage au Hall of Fame qui lui aussi restera dans la légende, quoi. Comme tu l'as cité, cette phrase. On a l'impression qu'il l'a dit. Bad guy, oui. On a l'impression qu'il a dit cette phrase pour l'éternité. Le nombre de messages qui sont passés sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui ont tous cité cette phrase. C'est une épitaphe. C'est une épitaphe, cette phrase. Bad time don't last, but bad guys do. Enfin, c'est d'une perfection, rare. Et j'ai regardé son intronisation au Hall of Fame. Elle est très très courte. Que ce soit Kevin Nash qui l'introduit, ou alors son discours, le tout doit durer 12 minutes, quelque chose comme ça. C'est très très rapide, parce que je pense effectivement qu'il voulait vraiment se concentrer sur Razor Ramon. Ils ont introduisé dans le Hall of Fame Razor Ramon et pas Scott Hall, justement pour pas que ça dévie sur qui est Scott Hall, quels sont ses démons et tout ça. Donc c'est son intronisation au Hall of Fame, il arrive dans une classe qui est incroyable en plus. Hein. Il y a Jake Roberts, il y a l'Ultimate Warrior, on n'était pas allé à la Nouvelle-Orléans Hall of Fame. On n'y était pas. Mr. T aussi, c'est une très très grosse classe, la classe de 2014. Et Razor Ramon donc intronisé dedans.
et qui termine avec cette phrase extraordinaire. Comme dit, c'est son épitaphe. C'est ce qui pourrait être gravé sur sa tombe à Scott Hall. Il faut dire qu'il a toujours eu le sens de la formule, hein, parce que je me rends compte que on a fait déjà de très très longues, trop longues minutes par rapport à ce qu'on avait évoqué au départ, mais on a parlé de ces 2 matchs de l'échelle, et c'est vrai qu'il n'y a pas, étonnamment, il n'y a pas tant de matchs références de Scott Hall dont on peut se dire ouais, il faut voir ce match, il faut voir ce match. Il fait partie d'une époque aussi où la qualité des matchs n'était pas forcément la chose la plus importante, et c'était l'époque où les rivalités étaient folles, et limite à partir du moment où le match débutait, c'est là où ça devenait le plus chiant, surtout à la WCW de cette époque-là. Mais quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est toutes ces formules. Il y a le Hey Yo, il y a le Say Hello to the Bad Guy, mais il y a toute cette période NWO, exactement, où il crée le sondage, où il lance au public, voilà, Are you here to see WCW? Are you here to see the NWO? Évidemment, tout le monde gueulait NWO, et c'est de là que vient la phrase One more for the good guys. Encore une victoire pour les bons gars. Et d'ailleurs, c'est plutôt ironique puisqu'ils n'étaient pas les bons gars. Mais... Ce qui est intéressant, sur les tout premiers sondages, ils disaient One more for the bad guys. Oui. Et après, ils ont changé en good guys après 3-4 sondages. Tu as soulevé quelque chose de super intéressant, Christophe. Et là, je voudrais peut-être lancer Yann rapidement là-dessus, parce qu'on a effectivement beaucoup parlé de Scott Hall, le charisme, mais il y avait surtout aussi Scott Hall, avant tout le catcheur. Et tu nous faisais remarquer dans un récent live de la clinique que Scott Hall faisait partie des rares grands noms à la WCW à donner un petit peu de biscuit ou à faire un peu briller d'autres jeunes vedettes. C'était le seul, en fait. Alors, c'est sûr que dans le long terme, ça n'a eu aucun impact à cause du booking merdique de la WCW. Donc, quand il faisait gagner un mec, la semaine d'après, on ne savait pas que ça avait existé, contrairement par exemple au Kid en 1993. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les matchs et aussi dans certains résultats, c'était le seul qui n'avait pas peur de bumper et de perdre contre Hector Garza, contre Chris Jericho et peut-être un troisième qui m'échappe là maintenant, quoi. Et tu disais c'est un des seuls. Ouais, non, moi c'était le seul. Alors, comme je dis, c'est toujours nuancé et teinté de chiasse parce que voilà, WCW de l'époque, il y a le booking qui était sorti d'on ne sait où. Mais voilà, lui s'en foutait, il était intouchable. Il savait qu'il était intouchable, donc il pouvait s'éclater. De toute façon, il était là pour s'éclater. Dans les shoot interviews, ils disent mais attends, mec, on avait tous des lunettes de soleil, c'était le style. Donc, t'imagines bien qu'on était peinards. Tout le monde arrivait sur le ring bourré pour les interviews. Personne ne pouvait voir ce qui se passait. Donc, les gars, ils étaient là pour s'éclater. Et ils savaient qu'ils pouvaient continuer à s'éclater tout en perdant contre un Mexicain qui, dans le meilleur des cas, peut bénéficier de la victoire, même si, comme je l'ai dit, dans le booking, ça n'avait pas forcément d'impact. Mais il était plus généreux. Donc voilà, Scott Hall, on l'a dit, le charisme, la générosité dans le ring, le talent au micro, parce que mine de rien... Comme disait le Covid. On était obligé de la faire. Il a marqué la génération, on l'a dit, mais il a inspiré. Parce que je veux dire, autant il y a beaucoup de mecs qui se rêvent être Stone Cold Steve Austin ou The Rock, autant il y a énormément de mecs qui nous ont fait du Scott Hall pendant de nombreuses années après la fin de la NWO, une fois que Scott Hall avait un petit peu disparu des radars et du devant de la scène, parce que c'est vrai qu'il avait ce côté classe, ce côté cool, ce côté détendu, qui faisait que même s'il se comportait comme un vieil adolescent, on avait envie d'être un petit peu comme lui, on avait envie d'être cool comme lui finalement. Ah oui, et c'est vrai qu'il y a ce match, Stone Cold Steve Austin, Scott Hall, qui reste pas non plus dans la belle histoire de WrestleMania. Ah bah tiens, je le regarde demain après moi. Comme un des meilleurs... je dis pas qu'il est nul, hein, mais Stone Cold n'était pas content de le faire. Non. Et puis... Et Razor restera, avec le Rock, le meilleur vendeur de stunner de l'histoire. Effectivement. Mais là, c'est vrai que c'était pas la grande période. Il n'est pas resté très longtemps après, hein, Scott Hall. Hein, il n'était vraiment pas du tout à la hauteur des attentes au niveau catch de la WWE qui l'ont envoyé en rehab tout de suite. Donc, c'est vrai que j'avais rajouté cette photo en me disant si jamais on en parle, on va l'illustrer. Mais mais c'est vrai qu'on n'a même pas pensé au retour de la NWO à la WWE. C'est le dernier WrestleMania de Scott Hall. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on peut pas jusqu'à son retour au 31. Ouais. vous conseiller forcément de matchs particuliers ou autres, parce que Scott Hall, c'est vrai que c'est plus limite effectivement les promos et ces rivalités, les constructions de rivalités qui étaient vraiment classe, quoi. À Les 100%. matchs n'ont rien de dingue, les matchs de l'échelle dont on a parlé, bien sûr, mais il n'y avait jamais rien de pourri, il n'y avait jamais rien de complètement dingue, mais que ce soit Razor Ramon à la WWE ou son association avec Kevin Nash en équipe, où il y a quand même eu des matchs par équipe sympas à vivre, rien n'est resté complètement gravé dans l'histoire, mais n'empêche que Scott Hall, lui, si, il est resté en tant qu'être humain, en tant que personnage, en tant qu'interprète, il a su marquer une génération de fans, plusieurs générations de fans, et puis surtout plusieurs générations de ses collègues. Yann, est-ce que tu veux finir par quelques mots avant que je passe évidemment également la parole à Alain et qu'on se dise au revoir? Honnêtement, non, parce que je pense qu'on a vraiment tout couvert. Alors, Non, dans le temps même imparti, pas. Oui, évidemment. voilà. Parce que Dans sinon, le il temps faudrait quand même imparti, évidemment, sinon on aurait des pu heures et des faire heures. une émission pendant 2 mois. Mais non, je pense que c'est le premier qui part encore à un âge assez jeune, qui aura absolument bercé le cœur de notre enfance. C'est un très grand qui Bon, est parti. il y avait le British Bulldog, etc. Oui, mais bien le British sûr, Bulldog, il est parti. Comment dire? Ils sont partis presque encore actifs, d'une certaine manière. Tu vois, ils n'avaient pas. Voilà. En tout cas, oui, c'est le premier où je me suis dit, ah putain, tiens. Et c'est un très grand qui est parti. C'est un départ qui m'a beaucoup touché. Quand j'avais appris dimanche, le dimanche soir, donc l'avant-veille de son départ, qu'il était à l'hôpital, on y croyait encore. Le lendemain, le message de Kevin Nash sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment touché. Ça m'a énormément touché. Scott Hall, c'est quelqu'un qui est révolutionnaire. On n'en a pas parlé, évidemment, par manque de temps, mais sans Scott Hall, sans Kevin Nash, les salaires garantis dans le catch n'existaient pas. Ils ont révolutionné ça. Il a révolutionné l'attitude. Il a révolutionné le look, le fait, comme dit encore une fois, que ce soit cool d'être un bad guy. Il a rendu le titre intercontinental. Il l'a mis sur le plus grand devant de la scène. Et puis, d'ailleurs, je voulais quand même, parce que c'est l'officiel de Razor Ramon avec la champion intercontinental. Ils ont fait des superbes dorures. Donc, ce titre-là, c'est le titre de Razor Ramon. Pour moi, il n'y a pas photo. Quand on parle de ça, quand on parle de cette ceinture, c'est la ceinture de Razor. Et c'est un très grand qui est parti. Ça m'a énormément peiné. On pense très fort à sa famille, on pense très fort à lui et à ses amis, parce qu'il avait encore beaucoup d'amis dans le catch. Et le mot de la fin sera pour Christophe, mais il va manquer Scott Hall. Écoutez, n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs souvenirs de Scott Hall, que ce soit au micro, dans le ring, ou peut-être, pourquoi pas, vos rencontres. Hein. Je sais que certains d'entre vous ont pu le croiser aux États-Unis. Nous, c'est vrai qu'on l'avait vu dans le bus à Oberhausen. Il nous avait fait coucou, Scott Hall. À toi, ah oui. Moi, c'est Nick Patrick et moi, c'était Scott Hall. Moi, c'est Nick Patrick, lui, c'est Scott Hall. Voilà, effectivement. Posez-lui les bonnes questions. Oui, c'est. Non, mais bon, après, on a les coucous qu'on mérite. Hein, et moi, c'était Nick Patrick. Mais voilà, n'hésitez pas à nous donner vos souvenirs, à nous partager votre sentiment, bien sûr. J'en suis certain, certains d'entre vous n'ont peut-être jamais connu Scott Hall actif, mais c'est l'occasion aussi, comme la ECW chaque semaine, de vous replonger dedans, d'aller, pourquoi pas sur le network, aller voir un documentaire qui lui est consacré, ou certaines de très, ces... Très bon documentaire. Living on the Razor's Edge, magnifique documentaire. Ça dure une petite heure, c'est dispo sur le network. Ça retrace toute la carrière de Scott Hall, je le conseille vraiment. Eh bien voilà, écoutez, c'était notre manière à nous, non pas de say hello, mais de say goodbye to the bad guy. Bisous à tous.